est d'accueillir Slimane Dazi et Tony Gatif. J'ai envie de commencer par dire les deux invités les plus sympas de la rentrée, mais je ne peux pas tout vous raconter. Merci à tous les deux, ça nous fait très plaisir de vous revoir. Des spécimens, hein? Qui? Non, mais des spécimens. Oui, vous. Nous deux. Oui, de spécimens de quoi? Ah ouais, ça veut dire qu'il faut vraiment nous garder. Il m'a proposé d'être ouvreuse au Méliès. Oui, parce que bon, on n'a plus de travail, on n'a plus rien. Tu fais pas la manche sur la salle. Bon, j'ose pas aller dans le métro. Mais je sais vraiment le faire. Hein. Et j'avais dit à ma fille, tiens, on va aller dans le métro, on va faire la main, et comme ça, je te jure qu'on aura beaucoup d'argent. Elle me dit, mais tu peux faire pâtissier. Et j'ai dit, non, c'est pas un métier pâtissier pour moi. Les chaussures sont belles? Les chaussures? D'accord. Super, oui. Très joli. Maintenant, mannequin dans des films de mode. Mais cet homme peut tout faire. Bon, Toline, il y a un truc qu'il faut quand même que tu nous racontes sur ce film, parce que quand même, il y a plein de hors-champ et de secrets du film. Oui. Entre autres, un secret qui nécessite que tu racontes un tout petit peu le fait que le film s'appelle Tom Medina, mais il pourrait aussi un peu quand même s'appeler Tony Gatif, par exemple. Oui, tout à fait. Absolument, mais ça veut dire qu'on est obligé de faire un flashback, comme on dit, au cinéma, ou un retour en arrière. Et c'est très dur dans une interview ou dans une discussion entre des spectateurs de relire vite, de revenir en arrière, aller avant, puis revenir et tout. Donc moi, je pars à ce moment-là dès le départ. Dès le départ, moi je suis à Alger, donc je suis en 48, et donc il y avait la guerre, c'est franchement pas joli, parce que c'était dur, c'était très très dur. Nous, on était dans un bidonville avec des maisons en terre, des toits de chaume, il n'y avait rien pour se protéger. Et donc des fois, le soir, quand arrivait comme ces soirs comme aujourd'hui, on voyait des balles passer au-dessus du toit de nos maisons. Et donc, c'était ce moment-là. Et donc, j'ai vu vraiment ce que c'était la misère, mais c'est pas grave. Je veux dire, l'important, c'est d'avoir, de pouvoir le dire et surtout pas faire de vélo ni de pathos. Et donc voilà, donc c'est parti à partir de là. Moi, enfant de gens qui souffrent, enfant de gens qui sont humiliés, qui sont souvent maltraités par la police, amenés par la police, et donc humiliés. C'est très important, l'humiliation. Et donc, quand je décide de peut-être que il faut que je fasse quelque chose, je pars de chez moi avant l'indépendance de l'Algérie, soi-disant. Quand je dis soi-disant, c'est qu'il n'y a pas eu d'indépendance. Il y a eu De Gaulle qui a dit... il y a eu De Gaulle qui a dit stop, mais c'est tout. Et donc, et moi j'étais petit dans Alger, et donc je faisais beaucoup l'aumône, je cirais les chaussures des gens, et j'allais souvent comme un endroit fantastique pour me reposer, pour te dire que c'est quand même, il y a des endroits bien, quelque part. Chez moi, c'était pas bien. Ma mère était bien. Mes frères aussi. Mais c'était pas bien chez moi. Il y avait la boue, il n'y avait pas à manger. C'était terrible. Mais là où j'allais, c'était dans un parc à côté d'Alger. C'est en dessous les Beaux-Arts, pour ceux qui connaissent l'Algérie après, dans les années 60.
Et il y avait les Beaux-Arts, et en dessous, un tout petit peu, il y avait un parc qui était là, qui était beau comme tout. C'était une véritable paradis. Et ce parc dominait la ville d'Alger qui était surplombée la mer et qui surplombait aussi tout Alger et la mer qui allait à Paris pour moi. C'est là qu'on allait à Paris. Et donc, voilà. Et donc ce parc où venaient les amoureux pour se faire des déclarations, s'embrasser sous les jasmins. Il n'y avait que des jasmins dans ce parc-là. Et c'est... voilà, donc c'était mon paradis à moi seul. Et donc voilà, donc quand l'Algérie était finie, l'Algérie est redevenue aux Algériens, normal. Et donc après, il fallait que tout le monde s'en aille, normal. Et tout le monde est parti. Des milliers de gens sont partis dans le port d'Alger. Des milliers de gens. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Et donc, j'ai vu ça, bon, je devais avoir 12 ans. Et j'ai vu ça des grands-mères, des grands-pères, des hommes, des femmes, de tout le monde, des hommes pleurer. J'avais jamais vu des hommes pleurer. On m'avait dit quand j'étais petit, les hommes ne pleurent pas. Et là, j'avais vu les hommes qui pleuraient à chaudes larmes. Tout ce qu'ils laissaient, leur maison, leurs souvenirs, tout. Et donc, c'était ça, mon enfance, c'était ça, mon avenir, qui allait être quelque chose de terrible. C'est que j'ai suivi la route. J'ai suivi la route et j'ai pris la même. Et je suis arrivé avec beaucoup de difficultés. Je vais vite parce qu'on ne va pas passer la nuit. C'est que je suis arrivé à Paris. Je suis arrivé à Aix-en-Provence puis à Paris. Et donc, je suis arrivé à Paris avec tout ce monde, avec aussi plein d'Algériens qui venaient pour essayer de travailler parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre dans la gare de Lyon, à la gare du Nord, il y en avait partout. C'était vraiment, je vous assure, c'est le bordel, un bordel infini. Et donc j'étais là, petit gamin, mais par contre j'avais une force terrible, c'est que je savais qui était en face de moi, je savais qui voulait me faire du mal, donc j'arrivais à m'en sortir. Et donc j'ai traîné dans ces endroits comme ça du malheur des gens, et puis j'ai été délinquant, finalement, parce que j'ai sûr et certain que j'allais devenir délinquant, parce que j'allais pas rester sans manger comme ça, j'allais dormir sur un banc en décembre, et donc décembre en France, j'avais jamais vu ça, je ne connaissais pas le froid, moi j'étais à Alger, et donc délinquant c'est meurt ou crève, et ben, je préférais y aller, et on y va et on verra bien. Et donc j'ai volé, j'ai fait des tas de conneries, et un jour je me suis fait attraper par des policiers, gardé par des gens, c'était dans une maison de jeunes, de genre, dans une maison d'auberge de la jeunesse. Et donc je descendais après avoir fait des conneries, et en bas, il y a deux personnes qui m'arrêtent, vraiment des gros comme ça, qui m'arrêtent, qui me disent « tu attends ». Et je dis « pourquoi j'attends ?» Il me dit « tu attends, et tu la fermes ». Donc je dis « ok, il y a un problème ». Et j'ai attendu, je me suis assis, j'ai attendu. Et puis j'avais sur moi des souvenirs, des papiers, j'avais sur moi des adresses. Donc j'ai dit au monsieur qui était autoritaire sur moi et qui m'obligeait à être esclave encore, et je lui ai dit, il faut que j'aille aux toilettes. Il m'a dit, garde la porte ouverte. J'ai dit ok. Donc je suis rentré dans les toilettes et j'ai viré tout ce que j'avais dans mes poches. Absolument tout. Tout souvenir, tout ce qui appartenait à mon passé. Et j'étais à la chasse d'eau. C'est la première fois que je raconte ça. Et donc j'ai laissé par hasard
un ticket que j'ai fait à la gare Saint-Lazare, un pèse-personne. Mais parce que je me suis dit, ça ne sert à rien, que je vire dans la chasse d'eau, que je garde, ça, bon, on s'en fout. Et donc voilà. Et puis, je sors des toilettes, les policiers arrivent, ils étaient 3 ou 4, et je les vois, je leur dis, je suis content de vous voir. Et ils me disent, nous aussi. Et ils me mettent des menottes. Mais j'étais comme ça. J'avais mangé pendant je ne sais pas combien de temps. J'étais comme ça. Donc ils me mettent les menottes, comme ça, et ils m'embarquent, je ne sais pas où. Et donc on s'est retrouvés dans un commissariat ou une poste de police, je ne sais pas où. Mais dans le genre qu'on connaît, à mon avis, style Bastille, ou je ne sais pas quoi. Ou style, on connaît ces endroits-là. Ou alors la Père Lachaise. Tu vois, ces endroits-là, je suis sûr. Et donc je me retrouve dans ce commissariat et ils m'ont foutu vraiment comme Charlot. Vous savez, Charlot, on le fout à pied comme ça, on le fout avec un coup de pied comme ça, et après, dans ces films, ils le rentrent comme ça dans les plans. C'est exactement pareil. Et ils me mettent dans la cellule avec 3 prostituées. Elles avaient du rouge à lèvres partout. Ce que je me souviens, c'est la rougeur de leur bouche qui était impressionnante, vraiment impressionnante. Et donc, j'ai regardé, elles ne m'ont pas fait un seul sourire, mais vraiment pas un seul sourire. Et elles ont dit juste, une a dit, alors, vous les prenez au berceau? Voilà, je sais, bon, je dis, ok. Si elle pense que je suis un bébé. Et je me suis foutu dans un coin avec un banc et je me suis recroquevillé et j'ai attendu. Et puis à un moment, le temps est passé, et puis il y a un policier, un gendarme policier, qui a dit, allez, qui veut boire? Tant qu'il prenait des notes. Et donc tout le monde a pris des notes de ce qu'il allait vouloir. C'était vers 5 heures du matin. Et puis le policier est parti à l'extérieur, dans la rue, et puis c'était l'heure où le boulanger ouvrait, ou pas ouvrait, mais disons, où il faisait son travail, il a fini. Et donc ce policier a acheté de quoi, comme d'habitude, de quoi donner à manger des croissants, des machins, des bonbons, n'importe quoi, aux autres policiers, et ils ont acheté aussi 3 gâteaux pour les dames, pour les prostituées. Et donc ils sont rentrés, ils ont d'abord offert aux dames, aux prostituées, leur ont donné leur babaron, je ne sais pas, enfin genre, ça a mangé, je me rappelle très très bien, je vous assure que tout ce que je dis est vrai. C'est de la bouche d'un cinéaste. C'est que je me souviens de la ça craquait comme ça, et que moi je regardais, et donc elles ont tout mangé. C'est le genre, pas vraiment, mais c'est le genre, oui, avec avec de la crème et en l'eau. Ah, un éclair. Un éclair. Genre un éclair. Elles adoraient ça. Très bien, c'est la version du C'est un autre film. Elle suçait dans sa ça va doigt. devenu Slimane, ça va? Mais je vais aller vite. Dis-moi quand c'est le temps d'aller. Oui, non, mais je t'en prie, je t'en prie. Et donc elle suçait leurs doigts. Et j'étais là, je faisais comme ça, mais je n'avais pas envie. C'est pas ça. Je n'avais pas envie. Je ne faisais pas comme ça. J'étais consterné. J'étais comme enfant, j'étais consterné. C'est sûr, certain. Et donc, elles ont fini, et même pas un regard, même pas quelque chose de bienveillant sur moi, rien. Et donc, elles ont tout bouffé. Et puis, elles se sont fait comme ça, bon, avec les barreaux. Tu te souviens de la question? Et donc, et après, donc, il y a le policier qui est arrivé, qui m'a pris dans la cellule. Voilà, après, je rejoins. Après, il m'a pris dans la cellule.
je suis parti, et m'a enfoui comme ça dans un bureau, il a fermé la porte, ils étaient deux, et donc il s'est assis, il était très dur, et tout de suite il m'a accusé de tous les vols du quartier. Mais vraiment de tous les vols du quartier. J'ai dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai reçu une gifle de lui qui m'a décollé la tête. Franchement, j'ai été frappé plusieurs fois dans mon enfance, mais jamais comme ça. Mais là, j'ai pas eu mal. Et donc j'ai regardé le type en face et j'ai montré que j'avais pas mal. Et il ne comprenait pas, mais j'avais pas mal. Et donc il m'a dit assieds-toi, je me suis assis. Il s'est assis, il a mis ses gros doigts sur la machine à écrire, et il a commencé par m'a regardé comme ça dans les dents, ton nom. Et j'ai dit Gatliff. Voilà. C'est à partir de ce moment-là où tout de suite j'ai senti qu'il fallait que je me batte contre ma destinée. Et quand je me suis me battre contre ma destinée, tous ces gens-là ne valaient rien pour moi. Et que là où je suis et là où je viens n'était rien. C'est-à-dire que la bataille que j'allais mettre, que j'allais causer avec ma destinée, ça allait être terrible. Et donc j'ai dit Gatliff. Et donc il était là comme ça. Et donc Gatliff pour moi, je suis parti d'Alger avec le parc Gatliff plein les poches. J'en avais partout, des parcs Gatliff. Et tu parles qu'il n'y avait personne dans le monde qui pouvait m'accuser de quoi que ce soit, ou de me dire faire, ou de me faire faire quelque chose autre que celle que je voulais. C'est ça, se battre contre la destinée. Vous avez pris une sacrée revanche en faisant la plus belle chose au monde. Ouais, il a fait un peu le synopsis de l'histoire, hein, un petit peu quand même. Hein. Oui. Du début. Ouais, enfin du début, et il a fait le synopsis du personnage de Tom Medina. Eh oui, ouais. c'est ça. Ouais. Bah ouais. Sauf qu'après, il y a quand même un juge pour enfants, il y a quand même la question du placement, qui est à l'origine du film aussi. Après, c'était très dur. C'était très dur, et ce qui a été dur, après, c'était la tendresse. Parce que ma mère, on était pauvres, on n'avait rien, mais il y avait de la tendresse. Mais là, il n'y en avait pas. Rien, absolument rien. Et j'ai rencontré donc avec d'avocat en avocat, du juge, avocat de juge, un juge qui s'appelait le juge Charrois. Et ce juge s'est occupé de moi, je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, toi, c'est moi qui m'en occupe. Et alors, j'aurais pu tomber sur un salaud, sur Hitler. Mais là, tu as été vraiment sympa. Il m'a dit, je m'occupe de toi. Alors maintenant, tu vas me dire tout, hein. Et j'ai dit oui. Et c'était quelqu'un de super, vraiment super. Et cette personne-là, je pense qu'il a compris quelque chose, qui j'étais. Que je n'étais pas un voyou, que je venais d'Algérie où c'était un endroit, un bordélique, un bordel immense qui venait de se passer dans le monde. Et que, enfant comme ça, je n'étais ni un délinquant, ni un fouteur de troubles, ni un voyou, voleur, ou je ne sais pas quoi. J'étais juste quelqu'un qui voulait vivre. Et donc il a compris ça. Mais je disais rien. Je disais monsieur, je disais pas monsieur, je vous en supplie, j'ai rien fait. Je disais pas rien de tout ça. Et lui, il a tout compris. Et donc après, je suis passé de lui et ce juge-là, mon enfant qui s'appelle juge Charrois, je suis passé après à un psychiatre. Le psychiatre qui me dit, c'est un psychiatre femme, donc qui était très gentil et qui me dit, c'est quoi ton nom? Gatliff. Toujours, leur truc c'était ça. Tu nous balades là, mais c'est quoi? J'ai dit Gatliff. Et donc après, elle disait d'autres choses, essayer de trouver la faille, ce qui ne va pas et tout. À un moment, elle laisse tomber un stylo sous la table, et j'ai ramassé le stylo, et j'ai regardé sous ses jambes. Parce qu'elle a fait exprès. Bien sûr, elle a fait exprès, alors j'ai regardé sous ses jambes. Et à partir de ce moment-là, donc elle a fait, bon, alors maintenant, tu vas nous dire vraiment d'où tu viens et comment tu t'appelles vraiment et tout ça. Elle était dure. Et donc, c'est vraiment qu'elle a dû dire, c'est un voyeur, que c'est un type. Un voyou-voyeur. Un voyou-voyeur. C'est sûr, parce que laisser tomber le stylo
bien sûr qu'on se baisse comme ça, en faisant comme ça. Et elle avait laissé la jambe ouverte, j'ai regardé, je vous assure que c'est vrai. Ça a l'air un peu... Parole de cinéaste, c'est vrai. Parole de cinéaste, ça a l'air un peu félinien. Je vous assure que c'est vrai. Il y a Laura Camargue là-dedans. Voilà. J'essaye d'arriver au personnage que joue Slimane, franchement. Finement. On a le temps, Slimane. Ah ouais, mais... on a un autre débat vendredi soir. Donc si on pouvait arrêter avant. C'est le même juge Sarrois qui a dans l'interrogatoire des policiers, tout ça, où j'ai dû parler d'un cheval. Excusez-moi, Slimane. J'ai parlé d'un cheval blanc que mon oncle avait volé quand j'étais enfant et que je trouvais fabuleux. Et il m'a désigné, moi, pour m'occuper du cheval. C'était un cheval génial de cinéma, magnifique. Et c'était moi qui le donnais à manger, c'est moi qui lui donnais de l'herbe. Et un jour, du jour au lendemain, je l'ai pu le retrouver parce que mon oncle l'a fourqué. Et donc, voilà, je parlais ça aux policiers qui me disaient sûrement, qui allaient me dire t'aimes quoi ou tu veux quoi, et tout ça. Et j'ai dû dire, c'est cette histoire du cheval que j'aimais énormément. Et c'est cette histoire du cheval qui est revenue après au foyer où on m'a mis, et que mon directeur du foyer m'a dit il paraît que tu aimes les chevaux. Et j'ai dit oui, j'aime beaucoup les chevaux, et je sais monter à cheval, et tout ça. Et il m'a dit bon, après il m'a rien dit. À chaque fois dans ces foyers, dans le truc d'interrogatoire, on dit rien. C'est moi qui parle. Et donc il m'a rien dit, juste que je me suis retrouvé avec une valise quelques jours après, une valise en carton bizarre, c'est vraiment comme des Sousa. C'est la même valise en carton bizarre, légère, il n'y a rien dedans, mais il y a quand même peut-être un pantalon, un truc. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec cette valise, avec un billet de train, avec des choses, une adresse et tout ça, pour aller à Arles. Voilà. Vous savez, dans ces trains qui mettaient, je sais pas, je crois qu'ils mettaient 12 heures, 12-15 heures. Hein, on est en Camargue, dans le sud. Et donc voilà, avec leur qui tapaient comme ça mettait des heures et des heures, et tout ça. Et je suis, donc j'étais dans ce train, et je sors du train. C'est intéressant de vous dire ça, parce que vous, peut-être que vous connaissez Arles, c'est très intéressant de vous dire ça, parce que quand le train s'arrête et que vous ouvrez la porte du train et que vous sortez dans la gare, il n'y a pas de ville. Il n'y a pas de ville. Vous regardez partout, c'est moi qui le sortais, hein. Il n'y a pas de ville. Parce que la ville, elle est derrière les remparts. Et donc vous dites, enfant, comme j'étais, je ne comprends pas où est la ville. Et donc, je n'ai pas compris. Et donc, je me suis mis à errer vers la maison jaune de Van Gogh, à errer de ce côté-là, à partir de ma chambre. Mais c'était très dur de savoir où était la ville. Bref, et on m'a renseigné et tout ça, et je me suis retrouvé dans un autobus qui m'a amené à San Angelo. Et là, on n'arrive pas loin du personnage que joue Slimane Dazi. Là, oui. Mais tu sais que dans le cinéma, tout ce que je viens de vous raconter, ça fait partie de la vie du personnage. C'est pas important de raconter tout ce que je viens de vous raconter dans le cinéma comme ça, parce que sinon c'est ennuyeux. Là, vous, c'est normal que je vous le raconte, parce que je suis là pour vous dire d'où vient la jeunesse du personnage. Et donc je vais voir le bus qui m'amène de boulevard des Lys jusqu'à San Angelo. San Angelo, c'est une petite ville, port de Camargue, de populaire, où les Grecs étaient amenés pendant oui, non, mais c'est important. Mais c'est très important. C'est la ville où on a mis les Grecs qui sont arrivés, ceux qui sont arrivés du Pirée et tout ça, on les a mis là. Et donc ils ont travaillé dans le sel. Donc c'était une ville des Grecs. Et donc voilà, donc j'étais là, et j'ai vu mon maître, parce que c'était pour moi, il y a 3 personnes qui ont été des maîtres. Le type que j'ai rencontré là, qui s'appelait Jean Cochet,
c'était un mec qui avait un genre de café qui s'appelle Grancel et une promenade qui s'appelait la Chevauchée. Et moi, je devais travailler avec lui. Donc il m'a reçu sans coup de main, sans rien du tout, sans bienvenue, voici ta chambre, rien du tout. Donc c'est juste, voilà, bienvenue, maintenant tu vas travailler. Et donc j'ai ramassé les crottes des chevaux, et elle avait 25, et c'était horriblement dur comme travail, comme toute la journée. En plus, les chevaux, c'est toute la journée, ils bouffent. Et c'est terrible ce qu'il y a comme crotte. Et donc voilà, c'était mon job. Ça, c'était mon job. Donc c'était mon job. Et lui, il était génial parce que il me faisait peur parce qu'il avait une balafre sur le visage et il avait une voix très grave, comme ça. C'est un grand fumeur. Et il ressemblait un peu à Bronson, Charles Bronson, je vous assure. Et donc j'étais dans un film. Il savait très très bien monter à cheval, il savait très très bien me parler, il savait très très bien. Et j'étais vraiment dans un western. Mais un western à moi. Ah oui, c'est la vie de western là-bas. Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai intégré la Camargue, qui est vraiment la Camargue, c'est le personnage du film, le premier personnage du film, le personnage utile qui m'a sauvé la vie. Désolé. Non, mais non, c'est pour toi. Demandez. Oui, je t'ai demandé. Oui, il fallait raconter. Oui. Il faut bien faire le tour. Non, partez pas, restez. Il y a plein de choses encore, restez. Alors, Slimane, je veux bien que tu nous racontes comment tu t'es retrouvé sur ce film-là et comment il t'a présenté le personnage. Je dis ça y compris parce que quand il parle de toi, acteur, il dit pas il a quelque chose de Charles Bronson, il dit il a quelque chose d'Anthony Quinn. Oui. Et du coup, Si. Et ouais, il a dit ça. Comment le personnage t'a été présenté et comment du coup tu l'as travaillé toi? Comment le personnage m'a été présenté? Il m'a été présenté sur une rencontre d'abord, puis ensuite un scénario, si j'ose me tromper. Voilà. Et puis ensuite, on s'est parlé un petit peu avec Tony. Et pour dire la vérité, la rencontre qu'on a eue, Tony et moi, c'est par le biais d'une tierce personne qui n'est plus là et qui était un ami qu'on avait en commun et qui s'appelle Rachid Taha. Et c'était au cours d'un anniversaire il y a 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus, et 3 ou 4 ans peut-être. Et puis voilà, Tony et Rachid parlaient ensemble, tout ça. Moi j'étais affairé à autre chose, certainement à boire. Et puis voilà, il a dû parler avec Tony et il lui a dit à un moment donné, pourquoi tu donnerais pas la chance à Slimane? Pourquoi tu donnerais pas une chance à Slimane? Et puis après, le reste, voilà, c'est dans la tête de Tony. Hein. Non mais Rachid, il était direct, complètement direct. Je l'ai rencontré au Festival de Cannes. Et donc au Festival de Cannes, j'étais en train de chanter pour des centaines de gens. Ça c'est pour la fin du débat. Non mais c'est vrai. La dernière fois que tu es venu au Méliès, c'était l'ancien, tu as chanté à la fin. Ouais, et donc voilà, donc il y avait beaucoup de gens. Et tout d'un coup, moi j'avais le micro, je chantais une chanson. Je crois que c'est une chanson de Rachid. Et donc, Ya Raya. Ouais. Et donc, je chantais et tout d'un coup, je vois un mec. Non, le sait, madame. Il y a un mec avec un chapeau, qui me se casse la gueule dans les fils et dans les baffles en bas et qui me tombe dans les bras. C'est Rachid. Il dit, oh, je suis content de moi. Il prend le micro pareil et tout, on part tous les deux après dans la chanson et tout. Et donc voilà. Et plus tard, je l'ai rencontré avec Slimane. C'est lui qui m'a invité pour un anniversaire. Il m'a dit, Tony, pourquoi tu ne prends pas Slimane comme acteur principal? Ça va, ça suffit, tu peux le prendre. Il y a aussi pour des gens comme nous, comme Slimane et tout. Et donc, moi, je me suis dit, oui, d'accord, mais il a raison. Et je me suis dit, mais en fin de compte, quel est le personnage principal que j'avais envie, qui s'appelle Ulysse, c'est un Méditerranéen. Et donc, l'acteur qui doit jouer ce personnage,
il doit être méditerranéen, et il doit absolument répondre à tout ce que j'attends. Et donc, j'ai imaginé plein d'acteurs que je connaissais. Évidemment, je connais tous les acteurs de ma génération. Depuis Lambin, Depardieu, tout le monde, je les connaissais tous. Et je me suis dit, je ne vais pas me retrouver avec Lambin dans un film à moi. Et surtout que je voyais dans les films, et il est gentil, il est bien. Il est bien, mais je ne voyais pas en train de diriger un acteur qui représente ma vie, alors que je ne crois en rien à ce qu'il fait. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais, et pourquoi pas Slimane? Voilà, et c'est parti comme ça. Slimane, je suis venu le voir, on s'est appelé, il est venu me voir au bureau, j'ai dit, Slimane, je vais peut-être te proposer quelque chose, mais il va falloir que tu travailles, tu fasses du cheval, tu apprends le provençal. C'est la chose la plus dure, c'est déjà apprendre le provençal. Elle a appris pendant 6 mois. Hein. Et voilà, et être un gardien camarguais en Camargue. Non, mais c'est un super beau cadeau qui m'a fait Tony, en vrai, pour dire la vérité. Et sans faire de violon, quoi, voilà. En tant qu'acteur, interprète, bref. On m'a proposé plein de choses, mais ce personnage-là, il était à double tranchant, où je me pète la gueule, et je suis une bouse, et puis on me revoit plus, ou alors je fais le travail, et puis on fait le film. Et je crois que le film, on l'a fait, on l'a bien fait. Enfin, moi, je trouve que c'est un super beau film. Voilà, l'histoire, elle est magnifique. Et voilà, je remercierai jamais assez Tony pour le cadeau qu'il m'a fait. C'est juste un cadeau. Voilà, c'est... Le personnage est intéressant parce qu'il n'est pas facile en même temps. C'est un personnage très dur, qui a un secret quand même sur le rapport à son fils qui est parti, etc., qui crée une espèce de violence et difficulté d'accès des autres à ce personnage. Et donc du coup, c'est ça qui te faisait peur, c'était le fait que le personnage puisse être comme ça, très refermé, dur, parfois antipathique. Et pourquoi c'était à ce point casse-gueule en fait? Non, mais moi j'ai pas eu peur d'abord. Non, c'est vrai, j'ai pas eu peur. J'ai dit que c'était un cadeau, donc en règle générale. Oui, mais t'as dit à double tranchant. Oui, c'est à double tranchant. Ça veut dire que ça peut être casse-gueule. C'est parce que quand on connaît l'exigence de Monsieur Tony Gatliff, ça peut être. Voilà, c'est. Tony, il te fait sortir de ta zone de confort. Si tu fais l'acteur, t'es dans la merde. Donc il va falloir se mettre à nu, se mettre à poil, se livrer à 200% et jouer sans être un acteur, jouer sans jouer, devenir, incarner le personnage. Et incarner le personnage, ça veut dire, je suis resté 6 mois là-bas, j'ai appris à monter à cheval, j'ai appris le provençal comme l'a dit Tony, avant le film, j'ai appris à rencontrer les gens, à les regarder, à les observer, j'ai appris à apprivoiser les moustiques. Les voit bien dans le film, ouais. Ça, c'est vraiment vrai. C'est que c'est vrai que moi, j'ai pris un petit peu toute la Camargue entièrement, entière. Les taureaux, les grenouilles, les chevaux, tout. Et donc, je voulais tout montrer, tout filmer sans faire un film documentaire ou un film de folklore. Et donc, je voyais toujours à côté de moi, parce qu'il était toujours pas loin de moi, celui qui nous guidait, qui s'appelait Patrick, c'était un manadier, on était chez lui dans le ranch, et je le voyais toujours paisible, humble, comme ça, avec son chapeau, son cheval, comme ça. Et il faisait... Et il allait à droite, à gauche. Et j'avais Patrick, il fait oui. Et donc, je voyais toujours comme ça, et je le regarde et je vois des moustiques comme ça qui tournent autour. Et après, je lui dis, Patrick, je peux te poser une question? Tu te fais piquer par les moustiques? Il me dit, peut-être. Je vous assure, c'est un truc de fou. Et je lui dis, mais tu te fais piquer, ça fait mal et tout. Il me dit, écoute, Tony,
Je ne pense pas. Comment ça, tu ne penses pas? J'y pense pas. Je suis au galop. Comment tu veux que je pense aux moustiques au galop? J'y pense pas. Qui sont là ou qui ne sont pas là, j'y pense pas. Depuis longtemps, je suis là depuis 60 ans, j'y pense pas, c'est comme ça. Ils sont là, voilà. Et après, donc, je dis, ok, je prends mon scénario et je vais. L'acteur, donc Ulysse, ne doit absolument pas craindre les moustiques. Et là, donc, je passe, on va plus loin, nous sommes à l'étang de Bacarès, sur l'étang de Bacarès. C'est un truc immense, l'étang de Bacarès, avec des grenouilles, des milliards de grenouilles, de trucs. C'est là-bas où sont les moustiques. Et j'ai mis, pas du tout, pas méchant, c'est juste, c'est la vie. Donc je l'ai assis sur un rocher là, David sur un autre rocher, et on a commencé à travailler le rôle entre lui et Tom Medina pour dire qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as fui pourquoi tu as abandonné les touristes, tout ça. Et donc, on commence comme ça, et tout de suite, Stéphane fait. Je dis, mais c'est guignol! C'est guignol! On tape pas les moustiques! On ne les frappe pas! Tu fais comme ça! Non! Tu frappes pas les moustiques! Et il me dit, tu frappes pas les moustiques? Ok. Ah bon, je frappe pas les moustiques. Je dis, ok, oui, tu frappes pas. Et ça fait surtout, ça fait comme ça. Voilà, c'est pas. Et je dis, ok, non, tu ne frappes pas les moustiques. Et après, je dis, allez, on retourne la séquence. Je retourne la séquence et je vois Slimane qui fait comme ça. Voilà, c'est exactement non, mais là, c'est la version, c'est la vraie version, mais c'est la version soft. Parce qu'en vrai, on était sur les étangs de Bacarès, pardon. C'était le coucher du soleil. J'étais face au soleil. David, il avait le privilège d'être de dos, donc il était à l'abri. Et j'ai eu un essaim de moustiques, mais un truc de fou, quoi. 1 milliard de moustiques. Je me suis fait violer. Ah ouais. Et donc, il m'a dit, mais un manadier, ça craint pas les moustiques. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est génial. Et donc, David Murgia, il est resté des classes. Il est belge. Je ne sais pas pourquoi, quel rapport, en tout cas, bref, il est resté des classes comme ça. Il faisait rien. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas... Mais il n'avait pas les moustiques sur lui, c'est tout, Denis. Ah, il était à contre-jour. Mais oui. Il était à contre-jour. Tous les moustiques étaient sur toi. Ouais, c'est ça. Une petite dernière, pour Denis, puis après on passe la parole à la salle. Je reviens, mais en version très très courte, sur la genèse. En fait, une des forces du film, pour moi, c'est que tu déjoues l'attente sur le fait qu'on se dit « Ah oui, d'accord, tout va être construit sur la révélation de la vie passée du personnage. Oui. Et on va du coup savoir qui est Tom Medina, de quel pays il vient, quelle est donc cette migration à laquelle il fait référence, tout ça. Et en fait, tous ces éléments-là qui pourraient être des éléments qui tiennent en haleine le spectateur, en fait, tu ne les traites pas, tu les traites par l'ellipse. Et c'est très beau de faire ça, vraiment. Oui. Mais je voudrais savoir si d'abord ça a été ton choix depuis le début, s'il y a des séquences qui racontaient quand même la traversée de la Méditerranée ou de quel pays il venait, ou si tu l'as laissé ouvert, y compris pour créer une résonance avec des migrations plus contemporaines que la tienne. Non, j'ai absolument pas écrit ça. Par contre, c'est exactement cette histoire, normalement, qui s'est passée, et personne ne savait d'où il venait. Le personnage principal est un personnage qui est arrivé là, en Camargue, et personne ne savait. Il a passé les flics, il a passé les psychiatres, les juges, tout, mais personne n'a su qui il était. Il n'y a que lui qui sait. Il s'appelle Tom Medina, donc Tom Medina, c'est mon parc
le parc d'Alger, qu'ils appelaient le parc Catlif, c'est tout ce qu'il sait. Il avait ça entre les mains, c'est tout. Et donc, après, dès qu'on lui posait une question, c'est exactement comme vous savez, comme vous avez vu à la télévision ou dans les documentaires et tout. Dès qu'on dit à un clandestin, tu viens d'où? Il y a un silence. Dès que tu viens d'où, il y a un silence. Mais t'es pas d'ici, il y a un silence. Et c'est ça que je voulais. Et c'est personne, aucun clandestin ne dit oui, je viens de Tunisie, oui, je viens d'Albanie. Personne, aucun clandestin ne dirait ça. Ils disaient qu'ils viennent en France, ils viennent en Europe, mais il n'y a pas leur passé. Leur passé n'existe pas. Ils sont ailleurs, ils sont autre chose. Mais pas pour faire. Et donc, quand la jeune femme lui dit mais tu viens d'où? Et alors qu'il y a de l'amour là-dedans. Il y a un critique de cinéma superbe qui a dit un jour, il y a entre les deux, il y a des sourires qui sont comme des baisers. Parce que c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de je vais te dire la vérité, tiens, je te dis la vérité. Non. C'est que elle lui dit tu viens d'où? Et il ne dit pas, il ne dit rien, il dit pas, il ne se moque pas, il ne dit rien, il dit rien. Après, il dit autre chose. Donc il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire d'où on vient quand on vient de quelque part et quand on a souffert. Il n'y a que dans les mauvais films où on dit où on vient tout de suite. Where do you come from? French. Ah, good, I like very much French. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais where do you come from? From Paris. Paris. Yes. I like Paris. Really, mais tu as raison, Tony, parce qu'il y a une autre scène, je trouve, qui raconte ce que tu dis, où Ulysse, il lui pose des questions en marchant à côté de lui. Oui. Et l'autre, il répond pas. Et quand il va chercher la barre qui revient, c'est à ce moment-là qu'il s'arrête et qu'il lui répond à toutes ces questions. Et c'est aussi... C'est pareil. Enfin, il lui répond. Non, il lui répond pas. Il lui dit, Ouais. tu sais pourquoi je veux pas te répondre? Parce que j'en ai marre de toutes ces questions. Ouais, et non. c'est exactement ça, voilà. Ouais, Ouais. Mais c'est exactement la même chose. C'est dans cette scène où ils marchent tous les deux pour aller prendre une barque. Oui. Et donc il y a le petit qui est là, qui marche, et l'autre il est là, mais naturellement, il lui dit qui c'est la fille qui mendie devant les marches de l'église de Sainte-Marie-la-Mère? Et le petit ne répond pas. Et il continue, et il continue. Et il répond à aucune question. Aucune. Et ça, je vais vous dire pourquoi on a fait ça comme ça. Et donc après, au retour, lorsqu'ils repartent pour ramener la barque, il s'arrête et il lui dit, tu sais, tu me poses des questions, mais tu sais, la fille qui mendie sur les vases de l'église, elle ne mendie pas, elle vend du homard. Elle donne du homard. Et donc, mais ça, je dirais que c'est presque une magie qui ne doit pas se dire. On n'a pas, tu vois, on ne peut pas le dire, ça. On l'a fait comme ça. Mais on ne peut pas le dire. C'est tellement mystérieux et à nous qu'on ne peut pas le dire. Mais moi, je reviens juste sur cette scène, Tony, parce que c'était une après-midi de travail quand même. Hein. Et en fait, c'est la vérité. Et en fait, voilà, Tony, en fait, il parle pas beaucoup de son travail parce que vous avez vu le film. Mais en fait, cette scène, en fait, c'est une scène de recherche entre lui et ses personnages. Et cette scène, on l'a faite d'une certaine façon, puis d'une autre, et il a trouvé cette façon. Et je trouve que c'est une des scènes climax du film, pour moi, hein, personnellement, qui raconte rien, mais qui est tellement puissante par rapport à la rencontre de ces deux personnages. Ah, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai pris Slimane, parce que c'est mon pote, Rachid, Rachid, c'est vraiment un grand copain. Moi, je suis musicien, donc on a fait la fête
à Cannes, un peu partout. Et donc Rachid était quelqu'un de très très fort avec moi. Et donc lui m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas dans un de tes films Slimane Dazi? Slimane, regarde-le. Et donc je l'ai regardé, et puis je me suis dit, il a raison. Il a raison. Pourquoi on prend toujours les mêmes? Pourquoi on prend toujours les mêmes? Pourquoi on ne prendrait pas Slimane aussi pour faire un camarguais? Qu'est-ce qui gênerait? Qu'est-ce qui gêne qu'on prend Slimane pour faire un camarguais? Parce qu'il sait faire du cheval, il sait le provençal, qu'est-ce que ça gêne? Et donc, voilà. Et c'est là où je me suis dit, il a absolument raison, intérieurement, j'ai dit à Rachid qu'il a absolument raison, parce que on doit distribuer des films à des grands acteurs, peu importe d'où ils viennent, leur marque de fabrique, de nationalité, ça n'a rien à voir avec le film. Et ça, le cinéma français, il est en train de le faire. Je pense qu'il est en train de le faire. Il doit venir, il doit prendre des acteurs qui sont des vrais acteurs sans se rendre compte de leurs origines. Qui pose la première question? Il y a beaucoup de questions, appuie sur le bouton 20 minutes de réponse. Mais... Ça va être très court, c'est pas une question. D'abord, le film, je trouve formidable. C'est pas une question, c'est... Vous avez évoqué Rachid Taha. Je trouve qu'il y a une ressemblance extraordinaire entre Rachid Taha et puis David Murgia. Comme ça, c'est tout. Oui, Rachid Taha, c'est vraiment un phénomène parce que dans le monde entier, avant Rachid Taha, dans le monde entier, on n'entendait pas ces musiques-là. Et là, moi qui voyage partout, de l'Australie, en Allemagne de l'Est, pas en Allemagne de l'Est, mais en Roumanie, partout à l'Est, j'entendais Rachid Taha. Et donc c'était dans les années 80. Et donc on entendait cette voix extraordinaire qui amenait les gens entre eux et qui n'avait aucune méchanceté dans ces chansons. C'est que tu vas et tu reviens parce que c'est chez toi. Et donc c'est pas du tout des chansons de méchants, de trucs. Et donc voilà, donc c'est Rachid, dans ses chansons, il a ramené avec lui, avec les gens entre eux, beaucoup plus que n'importe quel homme politicien. On peut peut-être enchaîner sur la place de la musique dans le film, parce qu'elle est quand même importante. On va faire la musique alors. Bah oui. Raconte. Parce qu'il y a plusieurs types de musique importantes dans le film, dont l'une portée par un des personnages. Oui, c'est Caroline Rose. Oui. Caroline Rose, c'est vraiment un animal, mais il n'y a pas de préjugés. Elle chante comme un fauve. Et je lui ai dit, Caroline, tu chantes comme un fauve. Elle a dit, oui, mon chant, il est comme ça parce qu'il m'est arrivé quelque chose quand j'avais 14 ans et que quelque chose de dramatique, hein, que je ne vous dis pas, et que j'ai poussé un cri et la personne est partie. Et ce cri que j'ai poussé, c'est celui-là, c'est comme ça, comme elle a fait. Et j'ai dit, ah d'accord, ok, j'ai compris. Et donc, c'est une musicienne magnifique, mais elle est possédée par quelque chose de superbe que je n'ai jamais fait avant. Et les musiciens avec qui j'ai travaillé là, les gitans, Nicolas Reyes, qui était des Gypsy Kings, mais il était en attente parce qu'au chômage, parce qu'il n'y avait plus rien. À cause du Covid. Oui, le Covid. Et Nicolas m'a dit, où tu as trouvé cette femme qui chante comme ça? Donc, et donc voilà, donc c'était quelqu'un de formidable, une puissance extraordinaire. Et elle, je me suis dit, quand je l'ai trouvée à Avignon, hein, je l'ai trouvée, je me suis dit, il faut qu'elle soit la fille de Ulysse, la fille de Slimane. Et c'est vachement beau de mettre que la fille de Slimane, ça soit une guerrière. Donc, je dis bien, la fille de Slimane, qui joue le rôle d'Ulysse, soit une guerrière qui pousse des cris de fauve. Parenthèse, il y avait un concert après la projection sur la plage de la Croisette à Cannes.
Et je vous assure que les cris dans la vraie vie, sur scène, c'est très, 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 très spectaculaire. Ça fout un peu le bordel dans le cérémonial cannois, en fait. Il y a un truc c'est assez joyeux. Ok. Non, mais je disais tout simplement que c'est une générosité extraordinaire, mais tout. Mais il n'y a que des duos sans arrêt. Il y a de toute façon les plans des visages. Enfin, il se passe sans arrêt quelque chose d'incroyable. Vraiment, c'est un film qui transporte incroyablement. Et moi, c'est la générosité totale. Vous avez bien fait de venir. Merci. Merci Non, beaucoup. vous êtes vraiment Merci extraordinaire. beaucoup. Mais tout. J'ai été marqué dans ce film par la place du personnage de Tom Medina et son lien avec les animaux, notamment ce taureau blanc qui, à plusieurs reprises, prend tout l'écran et vient chercher, pour moi, est venu me chercher dans ce qu'il y a, comment en l'être humain nous sommes parfois confrontés à nos propres monstres. Mais monstre, c'est pas méchant pour moi un monstre. Le monstre, c'est cette part animale qui est en chaque être humain. Nous appartenons aux règnes qui nous ont précédés. Et souvent, nous ne le savons plus. Pourtant, je voudrais que vous nous disiez, voilà, quel est le sens et la place pour vous de ce que vous montrez à travers ce rôle entre Tom Medina et cet animal que l'on voit. Merci. Donc moi, quand j'ai commencé à écrire le scénario, je voulais absolument montrer la force tellurique qui existe dans la Camargue. La force tellurique, c'est quelque chose de... C'est magique, c'est inexplicable. Ça ne peut pas se montrer. Je ne peux pas montrer la force tellurique qu'il y a dans la Camargue. Mais donc, je me rappelais quand j'étais enfant, ma mère faisait beaucoup de choses de sorcellerie, mais disons pour guérir les autres. Elle m'a guéri, moi, beaucoup de fois, en me faisant avaler des choses. Je sais, franchement, quand j'étais très petit. Hein. Et donc, les choses qu'elle faisait avaler avaient l'odeur de l'herbe, mais amère, très très dure. Mais ça, c'était pour me faire guérir d'un mal de ventre. Donc ma mère était comme ma guérisseuse, aussi pour guérisseuse de tous mes autres frères et des autres gens qui venaient la voir. Et donc ma mère était quelque part un peu sorcière, je vous assure. Et donc moi, je ne pouvais pas passer à côté. Quel est le metteur en scène? Que peut-être, je ne sais pas, quelqu'un du côté du Mexique qui peut trouver ça, peut-être. Quel est le metteur en scène qui peut dire, voilà, je vais trouver tout l'aspect magique de ma mère dans la nature et dans le souvenir d'elle. Quel est le metteur en scène aujourd'hui dans l'Europe qui peut dire ça? Il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il y a, peut-être qu'il y en a, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc moi, j'étais très 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 près de ma mère, très près de toutes ces... tout ce qu'elle faisait, sans savoir ce qu'elle faisait. Par exemple, il y avait une image quand j'étais... je devais avoir 3 ans, 3-4 ans. Elle avait un petit frère dans les bras. Elle était en dessous d'un olivier, comme une cathédrale immense, vraiment immense. Et elle était là. Et donc, la façon dont je parle explique ma crainte, explique la façon dont j'ai utilisé ça. Et donc, elle était en train de le guérir, et donc elle avait une faucille sur sa gorge, et elle faisait des sons à elle, je ne sais pas quoi, et parce qu'il avait quand les enfants ils ont une maladie,
Non, oui, un truc très simple. Le coqueluche. Il avait la coqueluche. Et donc, elle était là en train de faire... Et moi, enfant, 4 ans, j'avais très peur. Parce qu'elle avait une faucille en dessous de la gorge de ma mère. Non, mais c'est vrai. Et donc, elle faisait de la magie. Et donc, voilà. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces choses que j'ai vécues, et moi, j'ai vécu en disant, je pars d'Alger en emportant le parc Gaznif, c'est quand même magique. C'est quand même magique, c'est quand même adieu la colonisation, adieu tout. Nous, on va faire ce qu'on veut, c'est-à-dire moi je pars et je prends tout le parc dans mes poches. Ça, c'est aussi de la magie. Et donc, quand un taureau vient dans la chambre, c'est un taureau quand même de 700 kilos. C'est un taureau espagnol qui était élevé, sauvage, élevé pour la corrida, et qui rentre dans la chambre de Tom, et que Tom se réveille, et qu'il ne sait pas ce que c'est. Vite, il voit ce que c'est que cette lumière, et cette lumière, elle ressemble à la création du revenant, elle ressemble à l'apparition du Christ, à l'apparition de Fatima. Et donc, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et si on veut analyser ça, c'est pas comme ça qu'il faut l'analyser. Et donc, ce gamin-là, il est clair qu'il savait qu'il avait affaire à un taureau magique. C'est pas un taureau qui allait lui faire du mal, c'est un taureau magique. Et tout de suite après, pour bien comprendre ce qu'il vient de voir, il se brûle la main. Oui. Et en se brûlant la main, c'est pour bien comprendre qu'il n'est pas dans un monde réel. Le monde réel, il est bas, il est très bas. Il est très très bas. Il nous rappelle que des choses qu'on met du doigt, que c'est très bas. Et donc, ça, c'est pas le monde réel, c'est le monde qui est possédé. Et donc, je peux dire comme je veux, mais je viens de vous expliquer que par rapport à ce que je pense, c'est qu'il y a une magie, il y a une réalité qui vient du divin. Tellurique. Oui, tellurique. Oui, la force tellurique du delta. Vous avez parlé de vos frères, votre mère, beaucoup. Est-ce que je peux me permettre de vous demander pour votre père et la relation un peu entre vous et peut-être les parents, en fait. En fait, la place de votre père, en fait, dans votre vie. Oui. Ouais. Mon père, il était réel. Mon père, il était réel. Mon père, il appartenait à la guerre. Mon père, il appartenait à un travail, à la société du travail, à Berlier. Il était ouvrier de chez Berlier. Mon père était quelqu'un qui faisait la fête, même la nuit, quand il y avait le couvre-feu instauré par le gouvernement de France, Vichy et tout. Et donc, mon père continuait à aller dans la ville pour boire et revenir dans notre case et tout ça. Et il buvait, et parce qu'il aimait ça, et il faisait la fête. Mon père était vivant. Mon père n'a rien à voir avec ce que je dis. Parce que mon père, il faisait partie de la vie de l'alcool, des copains. Et c'est pas ça que moi, ma mère, elle était au-delà des copains. Mais il était honnête. Mon père était honnête, très honnête. À cheval sur les règles, mais quand on est rien et qu'on est à cheval sur les règles, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il n'était rien par rapport aux colonisateurs, par rapport aux gens, les gendarmes, qu'il questionnait tout le temps, qu'il envoyait toujours dans les camions et aller le tabasser dans le commissariat. Quand on est tout ça, on n'est rien. Mais par contre, son honnêteté, il le mettait sur nous. Mais nous, on n'avait pas besoin de son honnêteté. La petite dernière, allez-y. Alors, moi, je suis au niveau du financement du film. Comment vous avez financé le film? Et est-ce qu'en tant que scénariste, vous avez eu une totale liberté ou si vous avez été un petit peu recadré par vos financiers? Donc limité, entre guillemets, dans vos possibilités d'action, d'écrire votre scénario.
Non, moi, je voulais écrire mon histoire. Et je sais pas, Raphaël, tu es là, non? Raphaël, tu es là? Non. J'ai écrit avec une copine pour raconter une histoire comme celle-là un peu. Et après, je me suis dit non, je vais écrire mon histoire. C'est mon histoire que j'écris. Mais mon histoire, je ne vais pas la faire d'un bloc, parce que c'est mauvais. Une histoire autobiographique, c'est toujours mauvais, parce que tu ne peux pas écrire une histoire autobiographique et faire de la création. Parce que d'un côté ou de l'autre, de toute façon, vous êtes dépiégés. Une histoire autobiographique ne marque que parce que, comme Fellini avec la Marcorde, c'est prendre juste un bout. Donc là, Tom Medina, c'est juste un bout. Un bout où, à un moment, il part d'Alger avec le parc Catlif et qu'un flic lui dit comment tu t'appelles, et il s'appelle Tom Medina. C'est tout. Et donc c'est ça le film. Ça s'appelle Boucler la boucle. Merci beaucoup Slimane Dazi et Tony Gatlif. Merci beaucoup. Ah, ça y est, je reviens tous les samedis. Je reviens tous les samedis, Tony Gatlif au Méliès, pour le grand show. de tous les films. Oui, tu parles de tous les films des autres aussi. Tous les films qui sortent.